La Cinquième République, Histoire de France. A. La déclaration du 16 septembre 1959 du général de Gaulle est une étape cruciale de sa politique algérienne. Qu'apporte-t-elle de neuf dans un débat politique qui tend à s'enliser? A. La reconnaissance de facto du GPRA. B. La reconnaissance du droit à l'autodétermination pour les populations algériennes. C. La reconnaissance de principe de l'entité algérienne. À qui le chef de l'État, de Gaulle, annonce-t-il en premier lieu la création de la « Force nationale de dissuasion » ? A. À l'Assemblée nationale. B. À un parterre de journalistes. C. Au cadre de l'école militaire. Échaudés par l'ambiguïté de la politique gaullienne, les Européens d'Alger réagissent violemment à l'annonce, le 22 janvier 1960, de la destitution du général Massu. Cet épisode est connu sous le nom de A. Bataille d'Alger. B. Semaine des barricades. C. Révolte de Bab el-Oued. Le référendum du 8 janvier 1961 porte sur l'acceptation ou le refus du principe d'autodétermination en Algérie. Si, en métropole, la politique du chef de l'État recueille 3 suffrages sur 4, à Alger même, le score est A. Semblable à celui de la métropole. B. À moitié favorable. C. Franchement hostile. Le putsch des généraux, du 22 avril 1961, à Alger, est précédé d'un événement capital, qui se produit le 7 avril. Quel est-il? A. L'acceptation par le FLN d'un cessez-le-feu. B. La création de l'OAS. C. La démission du gouvernement. Le général de Gaulle, prévoyant à terme la solution du problème algérien, pose déjà les jalons de sa grande politique mondiale. Le plan Fouchet, d'octobre 1961 répond à cette aspiration. Que concerne-t-il? A. La construction européenne. B. Le devenir de l'ex-communauté, ancienne colonie. C. Les relations avec le bloc de l'Est. Trois fois les négociations, enfin entreprises entre le FLN et le gouvernement français, sont interrompues. Pour quelles raisons majeures? A. Des difficultés de procédure protocolaire. B. Des divergences au sein du GPRA. C. L'intransigeance des représentants algériens. Les accords d'Évian, signés le 18 mars 1962, furent-ils, globalement, A. Favorables à la France. B. Acceptables pour la France. C. Défavorables à la France.
Comme pour mieux marquer la fin de l'hypothèque algérienne, le général de Gaulle procède à un changement de Premier ministre. Georges Pompidou entame, le 14 avril 1962, une suite de A. 5 mandats successifs. B. 6 mandats successifs. C. 7 mandats successifs. C'est le problème de l'intégration européenne qui catalyse, après la guerre d'Algérie, la principale opposition parlementaire. Quelle est, à l'égard de cette intégration, la position du chef de l'État face au principe de la supranationalité? A. Lui est-il favorable? B. L'accepte-t-il sous certaines conditions? C. La rejette-t-il fondamentalement? Sous quelle étiquette se présente l'alliance des partis traditionnels, qui font campagne pour le « non » au référendum d'octobre 1962 sur l'élection présidentielle au suffrage universel? A. Cartel des non. B. Cartel républicain. C. Cartel des gauches. Quel élément nouveau apportent les élections législatives de novembre 1962 au paysage politique français? A. L'apparition d'un leader de la gauche. B. La majorité absolue pour un seul parti. C. L'émergence du bipolarisme. Le général de Gaulle s'oppose, en janvier 1963, à l'entrée au marché commun d'un pays. Quel est ce pays? A. L'Espagne. B. La Grande-Bretagne. C. La Suède. D. L'Italie. Premier ministre, Georges Pompidou avait promis que l'année 1963 serait une « année sociale ». En dépit de quoi une grande grève affecte le premier trimestre 1963. Elle se développe. A. Au charbonnage de France. B. Dans l'enseignement. C. Aux usines Renault. En septembre 1963, le gouvernement annonce un train de mesures de rigueur qui porte le nom de A. Plan de redressement. B. Plan d'austérité. C. Plan de stabilisation. L'hebdomadaire « L'Express » lance, en septembre 1963, la campagne présidentielle, en proposant le portrait robot d'un mystérieux MX, candidat idéal de l'opposition. Qui se cache sous cette désignation? A. Gaston Defferre. B. François Mitterrand. C. Pierre Mendès France.
Le général de Gaulle conteste les équilibres mondiaux, privilégiant, semble-t-il, ses attaques à l'adresse de l'hégémonie des États-Unis. En janvier 1964. A. Il reconnaît la Chine populaire. B. Il condamne la présence américaine au Vietnam. C. Il soutient la politique cubaine. Comment la politique financière française entend-elle s'opposer à l'hégémonie du dollar? A. En tentant d'imposer, à ses partenaires commerciaux, le franc comme monnaie de référence. B. En réclamant le retour à l'étalon hors de change. C. En proposant la création d'une monnaie européenne rivale. On l'a surnommée la politique de la chaise vide. Dans quelle instance internationale la France brille-t-elle par son absence, à partir des avril 1965? A. À l'ONU. B. À l'OTAN. C. À la CEE. La télévision devient, à partir de 1965, le lieu privilégié des batailles électorales présidentielles. Chaque candidat bénéficie d'un temps de parole déterminé. Comment le candidat de Gaulle dispose-t-il du sien? A. En le respectant scrupuleusement. B. En le dépassant outrageusement. C. En se contentant, majestueusement, de courtes interventions. Le 21 février 1966, l'escalade de la politique indépendante de la France se traduit. A. Par son retrait de l'OTAN. B. Par l'établissement de relations privilégiées avec l'URSS. C. Par la mise en accusation de l'intervention américaine dans le Sud-Est asiatique. Par quelle mesure spectaculaire, la gauche non communiste tente-t-elle de marquer son dynamisme, en mai 1966? A. En proposant aux pages CF une plateforme commune. B. Par la création d'un contre-gouvernement. C. En tentant de briser l'hégémonie syndicale de la CGT. Grand voyageur, le général de Gaulle entreprend, du 25 août au 23 septembre 1966, un tour du monde dont le point d'orgue sera A. Le fameux Vive le Québec libre. B. Une étape, à Bagdad, où de Gaulle critique la politique israélienne. C. Le célèbre discours de Phnom Penh. Quel est l'état économique de la France à la veille des élections législatives de mars 1967? A. Médiocre. B. Assez prospère. C. Florissant.
Les élections législatives de mars 1967 apportent à la majorité sortante, gaulliste. A. Un véritable triomphe. B. Une victoire assez confortable. C. Une victoire acquise d'extrême justesse. En raison de la fragilité de sa majorité, le Premier ministre, Georges Pompidou, décide, en avril 1967, A. De provoquer délibérément la dissolution de l'Assemblée. B. De gouverner par ordonnance. C. De rechercher l'alliance du parti centriste. Loin de la turbulence parlementaire et partisane, le général de Gaulle, selon le mot d'un leader politique, poursuit plus que jamais l'exercice solitaire du pouvoir. De quel leader politique le chef de l'État encourt-il ce reproche? A. De François Mitterrand. B. De Jean Le Canuet. C. De Valéry Giscard d'Estaing. De la crise de mai 1968, peut-on dire qu'elle fut fondamentalement A. Une crise de régime. B. Une crise sociale. C. Une crise de civilisation. D. Une crise économique. En mai 1968, la contestation est d'abord étudiante et culmine avec A. L'incendie de la faculté de Nanterre. B. Le sac de la Sorbonne. C. La nuit des barricades. À l'appel des syndicats, une grève générale est décrétée le 14 mai 1968. Combien de grévistes la suivront? A. 5 millions de grévistes. B. 7 millions de grévistes. C. Plus de 9 millions de grévistes. Georges Pompidou entame, dès le 25 mai, des négociations avec les syndicats et le patronat. Celles-ci aboutissent, le 27 mai. A. Aux accords de Matignon. B. Aux accords de Grenelle. C. Aux accords de Tilsit. Quelle fut, au paroxysme de la crise de mai 1968, l'attitude de la gauche politique? A. Conciliatrice. B. Restant dans l'expectative. C. Quasi-insurrectionnelle. Sur quel thème mobilisateur les gaullistes mènent-ils leur campagne électorale, en vue des élections législatives succédant à la crise de mai 1968? A. La réconciliation nationale. B. La peur.
C. Les réformes. La grande surprise, au lendemain des législatives de juin 1968, est A. L'annonce de la retraite politique du chef de l'État. B. La désignation de M. Couve de Murville à la tête du gouvernement. C. La constitution d'un ministère d'Union nationale. Si les réformes institutionnelles restent en point de mire du nouveau gouvernement, il est d'emblée confronté A. À une crise économique. B. À une reprise vigoureuse de l'agitation étudiante. C. À la défection d'une partie de la majorité parlementaire. La participation, prônée par le général de Gaulle, concerne immédiatement un domaine en particulier. Quel est-il? A. Le domaine social. B. Le domaine institutionnel. C. Le domaine économique. Quel fut le pourcentage des abstentions lors du référendum du 27 mars 1969? A. Près de 16%. B. Environ 19%. C. Plus de 27%. Les élections présidentielles de mai 1974 révèlent une première surprise. Quelle est-elle? A. La désagrégation de la gauche unie. B. L'éclatement de la précédente majorité présidentielle. C. La masse d'abstention. Le 27 mai 1974, le président Giscard nomme Jacques Chirac à la tête du nouveau gouvernement. Quelle fut la raison essentielle de ce choix? A. Les liens personnels entre les deux hommes. B. Le désistement d'autres personnalités politiques préalablement approchées. C. Le fait que J. Chirac appartienne à la formation la mieux représentée de la coalition parlementaire majoritaire. Les premiers mois de la présidence de Giscard d'Estaing se caractérisent par la volonté de changer la société française. Cette ambition se traduit, par exemple, par une loi du 25 juin 1974, qui A. Abaisse la majorité légale, et donc électorale. B. Libéralise l'avortement. C. Définit un nouveau cadre urbanistique.